Donc nous voici de nouveau réunis pour la deuxième séquence qui va justement parler des questions d'ubérisation. Alors notre économie se transforme, le travail salarié sur lequel était assis l'essentiel de nos droits cède la place de plus en plus dans certains secteurs à d'autres formes d'emploi, ça vient d'être dit. Et alors que nous pensions que finalement, d'une certaine manière, le temps des conquêtes sociales était révolu, eh bien la régression guette des pans entiers à nouveau du marché du travail. Et donc assurer une égale protection à tous et permettre à tous de vivre dignement de son emploi redevient une véritable question politique, un véritable enjeu politique majeur. Alors nous avons pour parler de ce sujet à la fois Stéphane Vernac, qui est professeur de droit, Marie Colson, qui interviendra tout à l'heure par vidéo, et celui qui est un excellent spécialiste de ce sujet, en tout cas qui nous en a beaucoup parlé ces derniers temps, qui vous en a beaucoup parlé, c'est le sénateur de Meurthe-et-Moselle, Olivier Jacquin, qui a beaucoup travaillé sur cette question-là au Sénat, et notamment sur le statut d'auto-entrepreneur, sur la régulation des plateformes. Et c'est peut-être à toi que l'on va tout de suite laisser la parole pour dire ce que dans ce document, eh bien, nous proposons sur ces sujets-là. Merci Luc, j'apprécie cette introduction. Et tes paroles me font penser à celles du président des Restos du Cœur qui, il n'y a pas longtemps, sur France Inter, disait de cette manière « Je suis bouleversé de voir au Resto du Cœur des jeunes en tenue Uber Eats arriver, alors qu'ils servent des repas, ils n'ont pas à manger. » C'est ça la précarité de l'ubérisation. Alors, dans les applis et les plateformes, il y a du bon, mais il y a certaines usines à précarité qui réinventent le tâcheronnage et des situations qui ne sont vraiment pas acceptables. C'est notamment le cas de ces plateformes de livreurs à vélo, de chauffeurs VTC, qui fabriquent des travailleurs pauvres. Un travailleur pauvre, c'est inacceptable. Travailler toute sa semaine et ne pas réussir à assurer le minimum vital n'est pas acceptable. Et je crois que ce concept de lutte contre les travailleurs pauvres est partagé bien au-delà de nos frontières dans la société. Alors, nos propositions, parce qu'il s'agit de parler de propositions. La première, c'est des requalifications de masse. Actuellement, pour se faire requalifier lorsqu'on est un indépendant fictif, c'est-à-dire un faux indépendant, et cette expression d'indépendant fictif, elle vient de la Cour de cassation, qui condamne ces dispositifs qui gangrènent la société. Actuellement, la requalification, elle ne peut être qu'individuelle, elle prend des années. Et nous proposons, dans une PPL, une proposition de loi d'origine parlementaire, que ces requalifications puissent fonctionner sur le principe de l'action de groupe, pour permettre, d'agir rapidement et en masse. Est-ce qu'on sait, qu'on sait le nombre de personnes qui sont concernées par ce type d'emploi ? On arrive à les recenser ? Alors, il y a 50 000. et peut-être plus. Il y a ceux de ces plateformes, c'est effectivement des dizaines de milliers, mais il y a plus globalement l'évolution du nombre d'indépendants, dont on estime 3 millions d'indépendants en France. On estime que 20% sont en situation de fragilité, de trop grande dépendance économique et de précarité. Oui, donc c'est pas rien. Notamment avec l'explosion du e-commerce et la crise y a aidé un certain nombre de travailleurs précaires et notamment les chauffeurs qui sont payés aux 30 minutes et donc qui viennent s'ajouter à cette masse. C'est ça. Là. Et dans l'actualité, la troisième plateforme de livraison, qui est anglaise, Just Eat, vient d'annoncer qu'elle recourrait à des CDI. Et ça peut changer la face des choses, puisque les plateformes leaders disaient pas d'autre possibilité que d'utiliser ces faux indépendants. Notre combat, c'est de ne pas accepter cette dictature de l'algorithme. Stéphane. Oui, merci Olivier.
On va peut-être présenter Stéphane Vernac. Enfin, tu l'as fait, mais c'est bien. Olivier fait les transitions pour nous. Il est magnifique. Mais du coup, je me permets de poser quand même la première question. C'est finalement comment on peut remédier à cette extrême pression dont parlait Olivier et à la précarisation de ces travailleurs de plateforme. Oui, je pense que cette situation des travailleurs de plateforme, elle est inquiétante et elle traduit les transformations du monde du travail sur 3 niveaux, si je peux me permettre. D'abord, une déshumanisation du travail. C'est un mouvement plus profond de perte de sens au travail, de souffrance au travail, de faible rémunération. Le travail permet moins de coopération, moins d'innovation, et l'algorithme en est l'illustration la plus extrême. Le deuxième mouvement... Redites un mot comme ça sur cette notion d'algorithme que tout le monde connaît, mais là, elle s'applique concrètement comment ? Le travailleur a une activité qui est totalement dictée par l'algorithme. Il n'a aucune espèce de marge de liberté dans l'exercice de son activité. Donc on voit bien le fait que le travail sort de l'individu en quelque sorte, qui devient une machine au service d'une autre machine. Et ce n'est pas tout. Cette situation des travailleurs de plateforme, elle nous préoccupe non seulement pour eux, mais parce qu'elle nous montre les transformations du travail pour beaucoup plus de travailleurs, en fait. Et le deuxième mouvement que l'on voit, c'est la précarisation du travail, c'est-à-dire l'essor de travailleurs sans statut, un travail sans emploi. Et l'illustration extrême, c'est l'auto-entreprise. La loi de 2008 crée l'auto-entreprise, qui n'est qu'un système fiscal et social sans aucune garantie, sans aucune protection. Et même le législateur avait ajouté une présomption pour dire attention, ce ne sont surtout pas des salariés. Et puis le troisième mouvement qu'on voit à travers ces travailleurs, c'est l'extériorisation du travail, et tu en as parlé tout à l'heure, Jérôme. Les entreprises n'ont eu de cesse depuis, on va dire, 4 décennies, de faire sortir la main-d'œuvre de leur périmètre juridique. Alors on pense bien sûr à la sous-traitance, on pensera bien sûr au travail temporaire. On voit depuis les années 90 les groupes de sociétés qui se créent avec des filiales qui n'ont aucun pouvoir et des sociétés mères qui ont tous les pouvoirs, mais les sociétés mères ne sont pas les employeurs des salariés. Autrement dit, un mouvement dans lequel les vrais détenteurs du pouvoir n'ont pas les responsabilités, et c'est le cas justement des plateformes. Elles exercent un pouvoir, elles n'ont justement aucune responsabilité aujourd'hui, d'où la nécessité de réformer ce système. Alors, on le disait tout à l'heure en introduction d'une certaine manière avec Boris, les socialistes en 2021 ne peuvent pas évidemment réfléchir avec les mêmes logiciels qu'il y a 10 ou 20 ans, ne serait-ce que parce que le phénomène n'était pas développé. Mais aujourd'hui, comment vous, Olivier, vous considérez au fond la relation avec les organisations syndicales notamment? Jusqu'à maintenant, le monde du travail, c'était des négociations entre des organisations syndicales, le patronat, et puis la force politique qui arbitrait d'une certaine manière souvent. Là, dans ce monde-là, sans représentation, au fond, comment vous voyez l'avenir ? Pour faire évoluer ce système dans le bon sens, un des points clés et essentiels, c'est bien cette question de la représentation. Actuellement, il y a une asymétrie absolue entre des travailleurs isolés, abrités derrière leur algorithme, ou plutôt agressés par leur algorithme, et derrière un employeur qui est totalement inaccessible, quelquefois qui est très très loin, et quelquefois de l'autre côté de l'océan. Et la question de la représentation est cruciale et particulièrement complexe s'agissant de travailleurs indépendants. Nous avons aussi là des propositions. Il faut absolument structurer ce monde pour qu'il ait une véritable représentation, pour que les négociations puissent aboutir. Vous avez certaines plateformes, la plateforme Leader dit la représentation, je m'occupe de tout, je fais de la démocratie directe, je fais des enquêtes, pas de problème, l'ambiance est bonne chez moi. Bien évidemment, ce système n'est pas acceptable, et la fameuse mission Frouin a travaillé et a validé l'idée d'une véritable représentation par des représentants élus des travailleurs indépendants. C'est un point clé qui fait, je pense et j'espère, consensus maintenant, et qui permettra de faire en sorte que des travailleurs se lèvent, puissent se défendre, puissent négocier
leur contrat. Une de nos propositions dans la représentation est de permettre des actions collectives et des actions coordonnées des travailleurs. Ok, on revient de toute façon vers vous. On va juste passer à une petite pastille vidéo avec notre amie Marie Colson, qui est la nouvelle secrétaire nationale à l'économie sociale et solidaire. Et elle veut nous dire un mot de ce secteur qui n'a rien à voir avec l'ubérisation, mais qui est un secteur évidemment cher au cœur des socialistes. Depuis quelque temps, on nous vante les mérites de l'économie collaborative et c'est très bien. Mais nous, au Parti socialiste, on pense que l'économie coopérative, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux pourquoi ? C'est beaucoup mieux parce que l'économie coopérative, ce sont des emplois protecteurs. Ce sont des emplois non délocalisables. Mais ce sont aussi des forces économiques responsables, capables de surmonter les crises. Prenez l'exemple des livreurs à vélo. En créant des sociétés coopératives et participatives, des SCOP, des livreurs à vélo ont prouvé qu'il était possible de faire autrement ce que proposent les grandes plateformes numériques de livraison. Et en s'appuyant sur les deux jambes que sont le salariat et les acquis sociaux, ces SCOP mettent à l'abri leurs travailleurs. Aujourd'hui, d'autres plateformes coopératives numériques se développent dans différents domaines. Et c'est exactement ces initiatives, ces femmes et ces hommes que nous soutenons au Parti socialiste. La crise actuelle nous force encore plus à réfléchir au modèle de société que nous voulons. Et l'économie sociale et solidaire doit faire partie des solutions à développer et à soutenir pour réussir le changement de cap aujourd'hui nécessaire pour notre économie. Peut-être une petite réaction sur le propos de Marie Colson, Olivier ? Oui, parce qu'il y a une vraie satisfaction à être en présence de Jérôme Justy, qui a produit un rapport à la Fondation Jean Jaurès sur la CAE, la coopérative d'activité d'emploi, et une fierté au Sénat, avoir proposé une PPL reprise par le groupe socialiste dès janvier sur cette mise en valeur de la coopérative d'activité d'emploi. Et cette approche fait maintenant consensus. La CAE est une des solutions possibles pour organiser le travail dans ce champ de l'ubérisation. Stéphane, vous vouliez réagir ? Oui, je dirais oui aux coopératives, mais attention. Attention à ce que ce ne soit pas le tiers employeur que proposait notamment le rapport remis par Jean-Yves Frouin. C'est-à-dire, finalement, extraire toute responsabilité à la plateforme et confier à la coopérative le soin de se préoccuper de l'emploi de ses travailleurs, de payer les charges sociales, d'assumer l'ensemble des coûts. Donc oui au coopérativisme, dès lors que la coopérative est elle-même propriétaire de la plateforme. Elle est propriétaire du capital exploité par les travailleurs. Très bien. Alors, on vient de vous citer, parce que vous avez rédigé des notes et des rapports sur ce sujet particulièrement. Donc, peut-être vous pouvez à nouveau synthétiser un peu ce qui vient d'être dit et puis donner votre point de vue sur un sujet que vous connaissez tout particulièrement. Alors tout d'abord, quel bonheur d'être à cette table avec Olivier et Stéphane, qui sont mes combattants. Moi, je suis un combattant de l'ombre, mais eux sont dans la lumière, puisque notamment Olivier défend toutes ces idées au Sénat. Juste peut-être vous livrer un témoignage. Je suis avocat de 200 chauffeurs Uber qui demandent la requalification de leur relation de travail avec Uber. Nous plaidons les premières affaires en juin. Donc il y a une vraie demande, quoi qu'on dise, des travailleurs fictivement auto-entrepreneurs à réclamer le statut salarié. Cette Uber, on parle toujours des chauffeurs, on parle des livreurs. Des livreurs à vélo. Il y a d'autres secteurs qui sont touchés comme ça, qui sont impactés autant que ces deux-là ? Alors celui-ci est le plus représentatif, on va dire, parce que le plus exposé en période de Covid. Les livreurs ont travaillé pendant le confinement. Ils ont été exposés à la maladie. Les chauffeurs, eux, paradoxalement, n'ont pas travaillé, puisqu'il n'y avait plus de possibilité de voiturer des personnes. Donc voilà. Mais c'est vrai que ce sont un peu l'exemple. Mais peut-être, en effet, comme vous le dites, l'arbre qui cache la forêt. En tout cas, pour revenir sur ces sujets, je ne me contente pas du droit du travail pour attaquer Uber. Je vais aussi, et je suis l'avocat de la Ligue des droits de l'homme, et la Ligue des droits de l'homme a choisi de
compléter cette action devant le prud'homme en déposant plainte contre Uber pour non-respect du RGPD, parce que Uber ne respecte pas le droit du travail, il ne respecte pas non plus le RGPD, il ne respecte pas grand-chose. Mais surtout, et je voudrais revenir sur ce sujet, parce que Alain Supiot, qui est un éminent juriste du droit du travail, le rappelle, il y a un management algorithmique qui est certes précarisant, mais qui est d'une violence extrême. C'est très violent quand vous travaillez tous les jours, vous n'avez pas de patron, vous n'avez pas de personne à qui parler. C'est ce qu'on appelle l'esclavage moderne. Oui, mais c'est... Alors, est-ce que c'est de l'esclavage ? Ces gens sont payés pour travailler. Mais en tout état de cause, quand ils envoient, quand ils sont mécontents, quand ils sont insatisfaction de leur relation de travail, ils ne vont pas voir un contremaître ou un supérieur hiérarchique. Ils vont écrire dans un chat à Uber qui lui répondra de façon informelle, de façon très, formelle plutôt, oui, et de façon totalement dépersonnalisée, une réponse qui, si elle n'est pas en anglais, est totalement satisfaisante. Ces gens-là sont déconnectés, c'est-à-dire que du jour au lendemain, sans préavis. Et donc, ça veut dire que la machine déconnecte. Et donc, nous, ce que nous souhaitons, c'est de savoir ce qui se cache dans la boîte noire d'Uber. Qu'est-ce que c'est que ce management algorithmique ? Mais au-delà de ça, c'est une manifestation, et Supiot l'exprime très bien, il dit « Nous sommes passés du gouvernement des hommes à l'administration des choses ». Et même au plus haut niveau de l'État, nous savons bien qu'aujourd'hui, nous avons une gouvernance par les nombres. Et c'est ça qui est extraordinaire et aujourd'hui, qui est qui est un paradoxe. Oui, voilà, exactement, ça va me revenir. Et c'est incroyable. Et le Covid a révélé ça, le confinement, le couvre-feu ont révélé ça. Et dernière chose, et là, c'est Damasio, excusez-moi, je cite beaucoup d'auteurs ce soir, mais enfin, ils nous inspirent tous, Alain Damasio, qui nous parle de machine-monde. Il y a des machines-monde d'aujourd'hui qui font qu'un travailleur à Paris, à Tel Aviv ou à San Francisco est soumis aux mêmes conditions de travail. C'est partout dans le monde que ces personnes ont le même patron ou alors n'ont pas du tout de patron. Et c'est ça qu'il faut pouvoir, c'est ce déséquilibre majeur qu'il faut pouvoir rétablir. Et en effet, la coopérative, et je finirai par là, est une des solutions. Parce que la coopérative permet aux travailleurs de récupérer la gouvernance, de récupérer son outil de travail. Merci beaucoup, messieurs, pour cette table ronde passionnante, vraiment. Nous allons passer dans un instant à la troisième séquence, investir dans la mutation écologique du tissu productif. On est là dans un instant.